Merci. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. J'espère que vous allez bien en ce chaud mois de juin. Je dois... juillet. Nous sommes le jeudi 9 juillet, en effet. Je dois excuser aujourd'hui Nathalie Lejeune et Yves Planchard pour ce conseil communal. Alors, oui, parce que le mois de juin, le conseil a été reporté. Donc, le point 1, c'est l'approbation du PV de la séance du conseil communal du 28 mai 2026. Il y a des remarques, des commentaires? Non. Non? Ok, merci. Le point 2, le conseil communal des enfants avec le règlement d'ordre intérieur et de fonctionnement. Alors là, c'est le règlement d'ordre intérieur et de fonctionnement de l'ATL et particulièrement du Conseil communal des enfants. Donc c'est un règlement qui, en fait, n'avait jamais été validé officiellement au Conseil communal. On l'avait zappé, donc on l'avait déjà créé, on l'appliquait, mais voilà. Donc cette fois-ci, il passe officiellement, du coup, pour la première fois en Conseil communal. On l'a adapté pour essayer de changer un petit peu la façon de faire du Conseil communal des enfants, parce qu'on se rend compte que quand on lance ce type de conseil, eh bien, les enfants se démotivent au fur et à mesure et on en a de moins en moins présents. Donc, on s'est dit qu'on allait changer un petit peu notre fonctionnement, fixer un nombre limité de rencontres avec des dates qu'on fixe dès le départ. Comme ça, les parents seront prévenus dès le départ et ce ne sera pas systématiquement une fois par mois pendant une année scolaire. Donc voilà. Sinon, il y a 2-3 petites adaptations, mais rien de particulier pour ceux qui connaissaient déjà l'ancien règlement, qui n'avait pas été validé officiellement, mais qui était quand même d'application. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Non, pour avoir été à la réunion, voilà, je ne vais pas les dire contre quelque chose que j'avais déjà validé. Tout à fait. Merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, le point 3, c'est la remise en location du logement communal place du Centenaire. Donc, le comité d'attribution s'est réuni juste avant le conseil et nous pourrons remettre le logement qui a été rénové et rafraîchi par nos ouvriers communaux et on les en remercie. Ils vont pouvoir, les nouveaux locataires vont pouvoir prendre possession des lieux. Ça va? Parfait. Merci. On donnera les noms à huis clos. Oui. Ouais. Oui. Alors, donc le point 4, c'est la suite du point que nous avions adopté avec la procédure de recrutement de notre futur directeur ou notre future directrice financière. Avec la procédure d'assessment, si vous vous souvenez, on avait proposé sous proposition de notre directrice générale de passer par une telle procédure, donc il faut admettre la dépense. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Oui. Merci. Alors, le point 5, je ne sais pas qui veut prendre la main, oui. Pour le règlement redevance sur les droits d'emplacement des marchés. Donc, comme vous le savez, nous avions validé un règlement redevance sur les droits d'emplacement de marché au mois de novembre, je pense 2025, pour 2026 à 2031. Donc, on avait augmenté quand même pas mal le règlement redevance et on n'avait pas fait de comparatif par rapport aux anciens prix. L'augmentation a été non accepté, on va dire, par les marchands. Donc il y a eu discussion. On s'est rendu compte qu'effectivement, passer de 8 € à 15 € pour un abonnement, ça faisait beaucoup. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une augmentation plus progressive. Et donc, on vous propose de modifier les prix et donc de passer à 12 € pour un abonnement annuel, à 10 € pour un abonnement saisonnier, donc c'est 8 mois sur l'année, et à 2,50 €, voilà, du mètre carré, oui, tout est du mètre carré, évidemment, pour les gens qui viennent à la journée. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Alors, juste comme ça, je le dis, quand les marchands ont été rencontrés, donc ce qu'ils nous disaient, c'est avec les prix que vous faites, on va quitter le marché, c'est plus possible. En plus, il y a des marchés qui se lancent dans d'autres communes qui, pour justement être plus attractifs, sont gratuits et vous augmentez les prix de façon fulgurante, voilà. Donc on a réfléchi un petit peu et c'est comme ça qu'on a adopté cette réduction de prix. Mais sachez toutefois qu'on a regardé nos registres et qu'on a plus de marchands qu'avant. Donc le marché de Florenville se porte très bien, est bien rempli et est très attractif.
On revient au montant d'avant travaux, en fait. C'est ça. Non, c'était 8, non, Oui, non, 8 c'était euros. 8 Ah oui, euros voilà. abonnement, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des remarques? Très bien, merci. Alors là, c'est aussi le suivi d'un dossier dont on a déjà discuté. C'est le... Ah oui, la fabrique d'église, je crois. Si, je ne suis pas assez... pardon. La fabrique d'église de Villers-de-Montorval avec le compte 2025. En fait, c'est le compte 2025, effectivement, donc avec des recettes, où tu m'as mis là, ordinaires pour un montant de 20 055 euros et 37 centimes, avec une intervention communale de 19 047 euros et 80 centimes, des dépenses à l'ordinaire pour un montant de 11 036 et 35 centimes, ce qui donne un résultat comptable positif de 5 174 euros et 65 centimes. Parfait. Voilà. Ça va? Pas de souci. Merci. Merci. Donc le point 7, c'est la vente de la parcelle à la cuisine. C'est le projet d'acte, en fait, vous avez pu tous en prendre connaissance. Les conditions telles que discutées Exactement. sont bien reprises dans le projet d'acte et toutes les parties trouveront leur compte. C'est bon? Moi, une petite remarque quand même. Oui. Je précise très fort la famille qui achète, mais le principe, je n'étais déjà pas d'accord parce que un chemin qui dessert une des plus belles entrées de la commune de Florenville, à droite, et à gauche, on a un bel accès à la Smoie et tout ça, aux pêcheurs et puis aux promeneurs. Et voilà. Donc c'est pour ça que je m'abstiendrai. De toute façon, on a toujours accès à la étrier à droite Oui. et pour les pêcheurs à gauche. Hein. C'est bien repris dans l'acte. On est bien, c'est bien repris dans ce que j'ai lu. Quoi. Acté dans l'acte de vente. Ouais, c'est bien ce que j'ai lu. Ça, c'est bien. Mais en général, quand on a une servitude, on rêve d'en venir. On crée des problèmes futurs, on est en train d'en discuter d'une autre à Sainte-Cécile qui un jour va poser Et problème. encore d'une autre. Voilà, moi aussi je suis comme Christian, je suis contre. Ça crée un précédent. Et voilà, je me répète, mais quand on a une servitude, on rêve d'en devenir propriétaire, et ici on fait le contraire. Donc voilà, Je m'abstiendrai également. c'est un tout beau point quand même. Voilà, c'est tout. Ok, merci. On est en train de mettre le doigt dans un engrenage. Oui. Alors, Parfois mis des mains entières dans certains engrenages, sans commentaire. Et ça C'est commence bon toujours par le doigt. voilà. Alors, le point 8, c'est la centrale d'achat et des luxes pour la fourniture de panneaux photovoltaïques sur l'école de Sainte-Cécile. C'est une admission de dépenses. Je ne sais pas si tu veux préciser, Caroline. Ou... donc, on en avait déjà parlé aussi en conseil. Hein, c'est le projet. Donc ici, on a un de mettre- programme clé auquel nous avons répondu pour la pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux. Donc nous avons un subside de 50% pour voilà, subsidier les installations de panneaux photovoltaïques. C'est un subside qui nous vient de la province. Et donc ça rend d'autant plus intéressant la pose de panneaux photovoltaïques ici. Juste pour info, parce qu'on a eu un conseiller, donc John Dupont, qui nous a dit justement en réunion pré-conseil que nous avions une petite erreur sur la TVA qu'il faudra peut-être acter dans le point, parce qu'effectivement, vu que c'est une école, nous avons droit à une TVA de 6% et pas 21%, juste qu'on soit attentif. Bien vu, monsieur. Bien Dupont. vu. Merci, John. Donc, si j'ai bien compris, la dépense est de 94 000 et le subside est de 58 000, c'est ça hein? Attends, je vais C'est mis dans vérifier les... Attention, 94 000, c'est pour la totalité Oui, c'est pour la de tous les totalité, panneaux. oui. Ici, c'est une dépense de 15 000 euros Oui, 15 000. pour les panneaux, donc on aura un subside de 7 500. Ah oui, d'accord. Oui. Je n'ai pas très bien compris la référence au centre sportif d'ailleurs. Ah, c'est- Avec les panneaux en plus, dans la motivation supérieure, j'étais complètement Ah oui, paumé. ah, La bah, production, c'est parce en que, fait. en fait, quand on a rentré le programme clé, c'est d'ailleurs en partenariat avec la commune de Daverdis et la commune de Chigny, parce qu'il fallait qu'il y ait 3 communes ensemble pour pouvoir répondre à ce projet Oui. clé. Nous avons déjà inscrit plusieurs bâtiments, notamment le football de Sainte-Cécile et la maison de village et l'école de Sainte-Cécile.
Il y a d'autres bâtiments, mais on verra bien si on les concrétise ou pas. Et donc la somme globale, je n'ai pas sous la main, mais c'est possible que ce soit à hauteur de 90 000 €. Mais ça, c'était pour la totalité des installations. Oui. C'était l'estimation. Ça, qui ouais, avait été faite. Ça Oui, n'apparaît pas. c'est pas assez clair Non. peut-être. Oui. Il faudra bien penser à être connecté pendant les vacances. Oui, tout à fait, on en a parlé. Le hall sportif, ça n'a pas été une grande réussite de mettre des panneaux. Ouais. Hein, on serait plutôt perdant que gagnant. Donc, il faut être attentif. Tout à fait. En effet. Moyennant ces précisions, c'est OK pour tout le monde? Oui, c'est OK. Très bien, merci. Ça va? Voilà, le point suivant, c'est le point 9, avec l'extension du périmètre du parc naturel de Gaume à la commune de Chigny. Donc chaque commune qui fait déjà partie du parc naturel doit donner son OK, prendre une délibération pour dire que Chigny, qui a la volonté de rejoindre le parc naturel, nous donnons notre accord. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? Non? Très bien, merci. Alors, le point 10, c'est l'installation d'un système de vidéosurveillance et accès automatisé au belvédère ici à l'église de Florenville dans le cadre du projet Paysalia. Ça a été fait en accord avec tant la fabrique d'église que l'office du tourisme. Donc l'idée sera d'avoir une vidéosurveillance de l'entrée du belvédère pour pouvoir ouvrir à distance, à partir du syndicat d'initiative, la porte pour aller au belvédère. Pardon. Montant 12 280 € pour TVA. Voilà. Et ça va marcher comment? Pratiquement. Pratiquement, les gens viennent au syndicat, à l'office du tourisme, Oui. ils payent leur cotisation, 5 €. Ils vont à l'église et là, Fabienne ou Laurence c'est les voir et leur ouvre la porte et ils ont accès, la porte d'accès au belvédère. La barrière La porte à automatique. gauche, la barrière automatique à gauche. Mais de je l'église. n'ai jamais vu de barrière, moi. C'est nouveau, ça a été installé, ils ont installé une barrière qui s'ouvre avec un Donc bouton. ça signifie que l'église doit être, la porte de gauche doit être constamment ouverte, la porte de l'église. Oui, Vraiment, bien Il y sûr. a une discussion Ah oui. en cours pour voir comment faire effectivement. Oui. La porte en bois extérieur de gauche, De gauche, doit rester doit ouverte, rester celle-là. ouverte aux heures d'ouverture du service Voilà. de l'office du tourisme. oui, mais c'est aussi pour permettre, d'après ce que j'ai vu dans la motivation de la délibération, des visites en dehors. Exactement, en dehors du donc de juillet. ça signifie que la porte doit rester ouverte du 1er janvier au 31 décembre, s'il y a des gens qui veulent L'objectif, c'est visiter. toute l'année. En fait, elle doit rester ouverte aux heures d'ouverture de l'office du tourisme. Oui, Ça, c'est ça ça. me paraît, au niveau sécurité, il y a un risque quand même. Hein. Je ne dis pas pour les pauvres heures Il y a une... de bombe, hein, mais Non, mais voilà, il n'y a pas moyen de mettre une ouverture Et automatique. quoi sur qu'il cette porte. advienne, l'église est ouverte. Hein. oui, 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 oui. D'un L'église côté, est de façon ouverte du côté L'église droit. est quoi. quand bien même ouverte tous les jours. Et là, les gens arrivent au pied. On voit qu'ils arrivent, ils ont payé. Donc, on leur ouvre la barrière et ils montent. Donc, c'est ouvert par Ok, ça va. voilà. Juste pour votre Et il y info, il y a un système de vidéosurveillance en bas, mais aussi dans les étages. Oui, dans tous les D'accord, donc on étages. peut voir les personnes qui montent. Bien Et sûr. puis, Et ils doivent s'il y encore... a un malade ou s'il y a une Oui. personne qui dérape dans les escaliers et qui se fout de la cheville, Oui. par exemple. Et ils doivent encore protéger l'orgue qui n'a pas été protégé. Et il y a une protection qui est prévue pour l'orgue de l'église. Donc voilà. Donc de l'église, on est d'accord. pour votre info, pardon, c'est une dépense qui entre dans le cadre d'un subside d'une fiche projet du parc national. Donc, Mais ça règle aussi un problème que ça devenait compliqué aussi de trouver des gens, des bénévoles, pour Bénévoles, avoir bien tenu sûr. le belvédère juillet-août.
ça devenait de plus en plus compliqué. Et ça permet une ouverture. Et ça permet une ouverture élargie et donc une attraction touristique plus élargie. Quoi, donc. À toute l'année. Mais même à partir, oui, même des fois en hiver. Oui, toute l'année, Et si- Quand il en, fait en sec. dehors des offices, en dehors des célébrations Oui, et bien tout ça, sûr. mais au moins. C'est l'objectif. Il faudra veiller à la sécurité, ça Bien. c'est Pour une sûr. bonne coordination. Ça va? C'est OK pour tout le monde? Oui, parfait, oui. Alors, le point suivant, ben, vous avez vu qu'il y a eu la démission d'un membre de la CCATM et puis il y a une autre personne qui s'est proposée et c'est son suppléant. Ah oui, Et donc- parce que dans le dossier, j'avais pas vu. Ou alors j'ai pas vu envers tous les documents. Si, il y a les deux noms. Je pense Ok, que c'est alors noté. autant pour moi. Condition juillet. Autant pour moi. Plus ça va. Voilà. Merci à la CCRN pour son travail. Alors, suivi toujours d'un dossier, ben, c'est le retour de la commission royale de toponymie et dialectologie sur le changement de nom d'un tronçon de la rue Nigy à Fontenoy. Ensuite de l'enquête, enfin de petits sondages publics, eh bien, c'était la prochaine étape et il y a un avis qui est revenu positif, sans remarque. Donc, la rue peut devenir maintenant, ce tronçon de la rue Nigy devient maintenant la rue de la Crolière. Communication sera faite évidemment avec les habitants pour la suite des démarches. Hop. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, 2 points après sur un gros projet sur lequel nous travaillons avec le futur bâtiment Trintler et sa rénovation. Tu veux faire Pas de souci. En Donc, fait, c'est des approbations de dépenses le d'avenant. dépense d'avenant, le premier est une dépense supplémentaire pour des frais d'honoraires d'architecte, puisque nous lui avons demandé d'adapter un peu le projet, l'esquisse qui était d'un montant très élevé. Donc on a demandé de raboter, non, de diminuer au niveau voilà, Au niveau du volume. au niveau du volume, de revoir le projet en Du fait. volume de dépenses. Ce sont les volumes de dépenses, c'est un déplacement, volume du un déplacement bâtiment. de la Seine qui va être Et donc, en fait, elle est à 360 degrés, elle était dans un sens, on vous montrera l'esquisse tantôt. Et il y a une Oui, parce que histoire dans le aussi, oui, de praticable. Moi, je ne comprends pas bien. On a remoté les Non, il y a praticables, pas d'image. c'était des places de 200, ça devait être impraticable. Les sièges qui se rétractent, il y en a pour la moitié. Enfin voilà, ce sont. Donc c'est les honoraires d'architectes concernant les. J'aurais pu Et garder le le point- projet et qui diminue de 2% son prix. En fait, il a été Donc, amélioré. Pour te dire la vérité, il a été amélioré le projet. Honnêtement, oui. Parce qu'au départ, le projet qui a été lancé dans la première salle était orienté dans un sens où ça limitait très fort les coulisses du spectacle. Et vu que l'auteur de projet, c'est quelqu'un qui est habitué à faire des spectacles aussi, il a pensé à retourner la scène de manière à ce que la scène puisse avoir la largeur de l'espace où se situent les gens, et donc les coulisses seront écartées. Donc l'air de rien, même en voulant faire des économies, le fait d'avoir réfléchi autrement le projet l'a rendu beaucoup plus Oui. pratique pour l'utilisation de la scène et pour pouvoir l'augmenter à des spectacles différents. La chose qui est vraiment différente par rapport au premier projet que nous avions connu ensemble, c'est que dans la Ah oui, partie bah oui. cordologie, si tu te souviens, il y avait des bureaux qui étaient faits avec Et etc. On a abandonné Ouais, l'idée. c'est une bonne idée. Et on s'est dit, de toute façon, nos ouvriers auront besoin de zones de stockage. Donc, à l'étage, il y aura des zones de stockage qui ne sera pas aménagées, donc forcément, ça coûte moins, Oui. sauf un ascenseur pour monter le matériel qui sera stocké par nos Un ouvriers. monte charge. Monte charge. Oui, je Pas comprends. un ascenseur, un monte charge. Et donc, voilà. Et comme disait Sylvie, au départ, c'était un gradin entièrement rétractable, donc qui était sur 2 hauteurs. Oui. Donc ça voulait dire qu'il fallait faire 2 étages à la partie commune entre les 2 bâtiments. Maintenant, l'idée, ça a été de faire un gradin rétractable un petit peu plus petit, du coup moins haut, et devant des chaises.
Donc on diminue un peu la capacité d'accueil. Non, Pas tu du tout. restes 200, 200 on reste places. à 200 Sauf places. que Sauf que tout n'est pas rétractable, il y aura une partie où ce seront des chaises qu'il faudra bouger Oui, pour faire un autre Mais événement. ça reste à 200. Et où les personnes seront au même niveau, mais quand tu n'as que quelques rangées de chaises au même niveau, ça pose pas de problème. Oui, oui, Et c'est c'est l'arrière qui doit être bien. en gradin De rétractable. toute façon, on verra, ce sera en Tu petit connaissais l'ancien projet. Non, pas encore. Mais pour un peu. Oui, pardon. On n'a pas encore vu les Non, nouveaux. je les ai sur mon Les ordinateur. nouveaux, on vous les montrera. On vous les montrer à huis clos. À huis clos. Ah, Parce d'accord. qu'on a, mais c'est parce qu'ils vont encore évoluer. En fait, l'architecte est encore en train d'y travailler, ça va évoluer. Mais on a l'esquisse qu'il nous a présentée. En fait, il y a une réunion avec les acteurs culturels la semaine dernière qui ont été assez unanimes sur des gros points qui ont été soulevés. Parce qu'on a du mal Eh de ben, concevoir un film. ce qui est écrit dans la délibération. On voulait- On a été attentif à ceci, 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 on a retiré ceci, ceci, on a augmenté On ceci. vous les montrera. Mais voilà, parfois un petit plan vaut mieux qu'un long discours. Il n'y a pas fait. Tout à fait. Pas de problème. Et les plans évoluent. dans la même Et veine. en signifiant aux conseillers communaux qui consultent leur dossier de rester quoi sur l'esquisse qui leur aurait été présentée, il n'y a quand même pas de risque non plus. Hein. Donc, Ça, Non, mais la un question. petit regret. Mais la question nous a été posée hier. ça ira comme ça, on en reparlera de toute façon encore, c'est un dossier qui ne sera pas fini. donc, Ça va encore évoluer, oui. Encore des changements. Ah oui, ça d'accord. Et le point suivant est une étude pour l'acoustique de la salle de spectacle. Donc voilà, c'est une dépense supplémentaire de 10 000 euros pour l'acoustique. Donc voilà. Pour être sûr et Calcul des certain chiffres, que il faut l'acoustique. s'accrocher quand même. Donc voilà. Ça va remonter. Avec des plus, des moins, des Il faut Ça, s'accrocher, on peut tout à fait. s'accrocher, effectivement. Donc voilà. valorisations d'eux, etc. C'est pour ça qu'il faut bien C'est pour ça réfléchir qu'on et a- c'est pour ça que c'était intéressant d'entendre les acteurs culturels aussi, Pour avoir un petit sachant peu- qu'il y a des grandes lignes qui sont sorties directement, donc ça va encore Encore évoluer. Ça va? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Merci. Merci. Le point 15, donc c'est donc la Fondation Marcy à Chaspierre est une des fiches du PCDR. Et donc l'idée est de l'activer très prochainement, mais vu l'état du bâtiment, on a voulu être prudent là aussi et demander d'abord une étude de stabilité du bâtiment pour ne pas commencer à faire des plans un peu trop précis, se lancer dans des travaux et puis après se rendre compte que finalement c'est infaisable ou avoir des trop gros avenants après. Donc là, on approuve la dépense pour pouvoir faire cette étude de stabilité qui nous semble utile. C'est le plus sage. Ce n'est pas une obligation Non, systématique non, non. demandée par le pouvoir subsidiant. Non. C'est ce que je me posais comme question. Non. D'accord, ok. Non, non. Mais là, d'une première Oui, oui, visite on sur va- place, oui, ça semblait C'est plus qu'utile. prudent. Oui, oui. Alors, le point 16, c'est la subvention communale pour la bibliothèque et le pour compte. un montant de 84 430 €. Et fatalement, quand il y a une demande de subvention, il y a les comptes et budgets qui suivaient dans le dossier. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les comptes et budgets. Moi, c'est toujours la même remarque. Hein. On voit que d'année en année, les réserves augmentent. Voilà quoi. Oui, mais là, on va voir quelques... Voilà. Enfin, on va voir en tous les cas un calcul de sortie par rapport... Et alors, le bonus de cette année-ci était imputé à un manque de personnel. Oui, l'absence... Il faudrait quand même vérifier que ça ne s'écoule pas dans les réserves et que Non, il n'y a pas... la Fédération Wallonie-Bruxelles demande bien le remboursement de cette somme. Parce que ça Ah ne oui. ferait qu'augmenter et on en serait pratiquement Non, hein, la subvention de la fondation... à 260 000 euros. La subvention de la fondation de la Fédération Wallonie-Bruxelles dépend aussi du taux d'emploi et comme tu le dis, ça dépend, enfin, on a une absence de longue durée, elle est adaptée. Hein. Donc, Il faut suivre ça de près. je te prie de croire qu'on suit ça de très près
avec le Parce que trésorière. nous serrons la ceinture, quoi. Nous, hein. Non, mais ne te tracasse pas qu'on la serre là aussi. Et, C'est pour tout le monde, quoi. Hein. on la serre, il n'y a pas de souci. Sans dénuer le bien fondé, évidemment, de la bibliothèque ASBL et non pas communale, puisque j'ai appris que... Oui. Ça va? C'est OK pour tout le monde? Oui. Merci. Alors, le point 17, c'est un subside Oui. pour le Donc centre ici, médical. C'est un subside pour le centre médical héliporté, donc c'est un subside dérisoire au niveau des besoins du centre médical héliporté, c'est juste un subside pour montrer l'exemple. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'octroyer une somme de 100 € de subside pour montrer l'exemple, comme je dis, et surtout de faire la publicité du centre médical héliporté, et surtout des avantages qu'ils apportent à la population, dans le sens où si un membre de la population apporte, apporte une dotation annuelle, il peut bénéficier de l'aide du centre médical héliporté de manière gratuite. Donc ça reste quand même une certaine garantie, une certaine assurance en cas de besoin. 57 € pour une famille que j'ai vue. Ah ouais. Oui, j'ai regardé. 57 € par famille et Par famille, par quarantaine € par personne. Oui, un peu moins cher si pour une personne isolée. Ouais. Donc c'est intéressant, j'ai vu justement que la commune avait partagé. Une espèce d'assurance. Hein. C'est ça, c'est une espèce d'assurance. Sachant qu'un transport, c'est 3500 €. Oui, donc. C'est ça, oui. Oui, c'est un service absolument utile. Mais Ils ont des comptes. c'est pas un taxi. Ah, C'est ben pas non. parce qu'on cotise qu'on peut avoir l'hélicoptère. Ah ben oui. C'est un SMUR qui entre dans la régulation de l'aide médicale urgente qui est déclenché si besoin selon des critères très précis. C'est pas dire, moi j'ai l'hélico, je suis cotisant, je veux donc l'hélicoptère. Je vais casser le pied, des mois. Mais malgré tout, même si nous on est loin de la base de Brassurienne, l'expérience, on l'a quand même sur notre secteur Régulièrement. au moins 10-15 fois par an. Oui. Ce qui n'est pas énorme, mais quand même. Oui, il a déjà tiré quelques fois. Moi, ouais. Merci à eux en tout cas. C'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien. Alors le point suivant, donc c'est encore un point de facture sous responsabilité du collège avec l'application de l'article 60 du règlement général de la comptabilité criminelle. Tu veux en dire un mot ou... Donc il s'agit d'une facture pour une formation qui devait être faite au niveau de l'accueil extrascolaire. Donc il faut qu'on paye cette formation. Et nous n'avions pas les sommes prévues suffisantes au budget, mais les sommes sont inscrites dans la MB1 qui passe aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on devra attendre le retour de la tutelle. On aurait dû attendre le retour de la tutelle pour payer la facture si on ne prenait pas cette responsabilité du collège. C'est bon? Alors, le compte de fin de gestion du directeur financier sortant. Donc, on doit approuver, c'est une procédure normale, légale. S'il y a des remarques. Donc, pour info, le on- directeur financier est sorti au 1er avril de cette année, officiellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un compte de fin de gestion. C'est bon? On peut juste remercier pour le travail. Tout à fait. Florentville, les directeurs financiers, on le sait, est parfois plus compliqué que dans d'autres communes. Je pense que ton voisin Les enjeux sont approuverait. Je pense, oui. Bien sûr qu'on le remercie évidemment pour son travail. Voilà, ça, faut le dire quand même. Et puis on verra la suite. Merci. Alors, le point 20, c'est les procès-verbaux de vérification de caisse du directeur financier pour les premiers, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2025. Donc, ce sont des annexes qu'il faut apporter au compte 2025. Donc, c'est pour ça qu'ils passent maintenant pour validation. Et qui montrent la situation du compte au cours des 4 trimestres 2025. Va ? Oui. Alors, nous passons ensuite au point 21. Et je vais certainement passer la parole en le remerciant d'avance pour tout son travail avec les services à notre directeur financier faisant fonction pour faire un point sur les comptes et bilans de l'exercice 2025. Merci Madame la bourgmestre. Donc, oui, effectivement, l'idée c'est à travers cette présentation de vous faire le point sur le compte 2025
Donc, tout d'abord, quelques données générales hein, au niveau de la commune. On voit que le nombre d'habitants, la population est en diminution légère depuis maintenant 2023. À l'inverse, la population scolaire, elle, a pas mal augmenté, notamment la dernière année, je crois principalement au niveau de la cuisine. Alors, au niveau des chiffres en eux-mêmes, donc on peut voir que pour 2025, le résultat à l'exercice propre est positif. Il est à un peu plus de 662 000 euros. Donc c'est la différence entre tout ce qui est droit net et engagement. On a eu la possibilité de mettre en fonds de réserve à l'extraordinaire 410 000 euros, qui correspondent plus ou moins à 60% du montant de ce résultat d'exercice propre. Et nous avons donc un résultat global toujours positif qui est de l'ordre de 341 621,72 euros. En sachant qu'on n'a pas eu la nécessité d'utiliser toutes les provisions qu'on avait pensé utiliser au moment de l'élaboration du budget, qui est donc un point positif aussi. Donc voilà, donc on retrouve ce chiffre par rapport aux différentes années. Il est quand même important de se dire que, ok, d'un côté, on a 662 000 euros de résultats positifs, mais on a quand même utilisé une provision de 642 000 euros, qui est la provision oxygène qui nous est octroyée par le CRAC pour tout ce qui est cotisation de responsabilisation. Donc même si le chiffre est élevé, il faut savoir qu'on a une aide, on va dire, assez ponctuelle qui nous a permis d'atteindre ce chiffre-là, pour en tenir compte également. L'évolution des dépenses et des recettes ordinaires. Donc, quand on regarde ce graphe-là, on a l'impression que les recettes et les dépenses diminuent un peu. Il faut quand même nuancer un peu cette approche parce que en 2024, il y avait eu des écritures liées à tout ce qui était prélèvement, à l'exercice propre, tout ce qui est cette commission, cette provision de responsabilisation. Donc ça a fortement augmenté et les dépenses et les recettes, puisqu'on les a reçues et on les a mis en provision. Donc une fois, on n'a pas ça chaque année, donc forcément cette année, les résultats sont un peu plus bas. Donc on n'est pas uniquement sur du résultat opérationnel, il y a également d'autres éléments qui rentrent dans ce chiffre. Maintenant, on verra un peu plus loin en détail les différents éléments. Alors, si on fait l'évolution par habitant, on voit effectivement qu'il y a une légère augmentation des recettes et une diminution des dépenses. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'il y a l'impact de ces différentes provisions de 2024 qui rentrent en compte et qui faussent un peu la comparaison, on va dire, d'une année sur l'autre. Alors, donc, et au niveau du résultat global, donc on voit qu'on a un meilleur résultat qu'en 2024, on a 341 000 euros. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir une certaine somme sur le côté parce qu'on sait que chaque année, on a toujours des régularisations qui se font sur les exercices antérieurs et donc surtout au niveau des dépenses, donc c'est quand même bien de garder un petit pécule sur le côté pour éviter de passer en négatif. Alors, en termes de taux de réalisation par rapport au budget, donc là, au niveau des dépenses, je dirais qu'il y a peut-être deux éléments qu'on peut soulever. C'est au niveau des dépenses de fonctionnement, on voit qu'on est autour de 94%. C'est toujours la difficulté au niveau des dépenses de fonctionnement, étant donné qu'on n'est pas supposé dépenser plus que ses crédits. Pour pouvoir payer ses factures, il faut pouvoir anticiper un certain nombre de crédits et de cas de figure qui ne se réalisent pas tous. Une partie se réalise, mais pas tous. Donc forcément, on a toujours un peu plus de crédits que ce que l'on va utiliser durant l'année. Alors à l'inverse, au niveau de la dette, on voit qu'on a légèrement dépassé les montants. Il y a eu en fait quelques changements qui ont eu lieu
en fin d'année des emprunts supplémentaires qui ont été pris. On voit qu'au niveau budgétaire, on avait déjà pour la MB1 en fin d'année augmenté par rapport au budget initial, mais il s'avérait que ça n'était pas suffisant par rapport à la réalité par rapport à la dette. On rentrera un peu plus dans les détails par la suite. Au niveau des recettes, donc là au niveau des recettes de transfert, on voit qu'on a eu un peu plus que prévu, donc on est à 102,88%. C'est principalement dû à une augmentation au niveau des taxes additionnelles à l'IPP, la taxe sur l'immondice et une subvention pour les plantations de ligneux qui ont été fournies et qui n'avaient pas été budgétées. À l'inverse, au niveau de la dette, donc là on est en dessous des prévisions, on est à 87%. On avait fait un ajustement lors de la MB1, mais qui a été surévalué. Les montants ne sont quand même pas très élevés, donc on est très vite aussi à un pourcentage plus élevé que dans les autres lignes. L'impact est directement marqué. L'élément principal, c'est au niveau des intérêts sur compte courant qui proviennent d'écritures, on va dire, techniques. Certaines banques nous donnent les intérêts bruts et ensuite on doit décompter le précompte, et d'autres nous donnent un montant net. Mais si on provisionne en brut et que finalement on ne reçoit que les montants nets, ça ne change rien au niveau du compte, mais par rapport aux crédits qui ont été fixés, on se retrouve en dessous. Voilà, donc au niveau des dépenses ordinaires, donc quelles sont les évolutions qu'on peut constater? Donc on voit qu'au niveau du personnel, on a une augmentation des dépenses de l'ordre plus ou moins de 10%. Alors il faut savoir qu'à ce niveau-là, le point principal, c'est toujours la cotisation de responsabilisation. On a augmenté d'à peu près 250 000 euros, ce qui fait qu'au niveau salaire, on n'augmente que de 144 000 euros sur l'ensemble de la commune, sachant qu'il y a les indexations et autres. On reste dans des chiffres qui sont modérés. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc là, on a une augmentation de 133 000 euros. Par contre, il est important de noter qu'on a une augmentation de 183 000 euros qui est liée au traitement des déchets. Parce que l'an dernier, il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet ici et dans les autres communes, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais ça veut quand même dire qu'à ce moment-là, on a quand même pour toutes les autres dépenses de fonctionnement 50 000 euros de moins que sur 2024. Donc là où on avait plus la main, des actions ont été menées pour les réduire. Au niveau des dépenses de transfert, donc là il y a une diminution de 408 000 euros, il y a 200 000 euros en moins au niveau du CPS, comme ça avait été prévu. Au niveau de la zone de secours, il y a une diminution de 54 000 euros. Alors, attention, ce n'est pas un désinvestissement, c'est plutôt la province qui reprend les dépenses à sa charge. C'est bien de préciser aussi par rapport à ça. Ainsi que le reste de la différence, c'est d'autres mesures qui ont été prises afin de réduire ces dépenses-là. Par contre, au niveau de la dette, là, sans véritable surprise, on voit une augmentation. On est pratiquement à 400 000 euros, qui est avant tout lié aux différents investissements qui ont été faits ces dernières années et qui doivent être financés notamment par des emprunts et également par le remboursement du prêt lié au plan oxygène que le CRIF nous a accordé par rapport à la cotisation de responsabilisation. Au niveau des recettes ordinaires, donc au niveau des prestations, on voit qu'on est assez stable. Il y a une bonne vente de bois en 2025, pas aussi bonne que 2024 qui avait été exceptionnelle, mais elle restait quand même bonne par rapport aussi à ce qui est prévu pour les années qui viennent. Au niveau des transferts, là on a une augmentation de 579 000 euros. On a d'un côté tout ce qui a trait au transfert de fonds, on a augmenté de 167 000 euros, c'est-à-dire le fonds des communes, la compensation des travailleurs frontaliers, tous ces éléments-là qui nous sont octroyés par les autorités supérieures. On a aussi un transfert fiscal qui a augmenté de 199 000 euros, donc c'est tout ce qui est additionnel à l'IPP et au précompte immobilier. Donc là aussi,
les retours étaient positifs. Et alors, on a eu aussi une augmentation de la taxe immondice pour 140 000 €, qui est effectivement aussi en ligne avec l'augmentation des dépenses dont on a parlé un peu plus tôt. Alors, en rentrant encore un peu plus dans le détail des différents éléments, donc on voit l'évolution des dépenses en personnel. L'élément majeur à souligner, c'est la dernière ligne du tableau, qui est la ligne autre, où il y a une augmentation assez importante de près de 250 000 €. C'est la cotisation de responsabilisation dont on a parlé précédemment. Et on voit qu'au niveau salaire, les variations entre 24 et 25 ne sont pas si importantes que ça. Voilà. Alors, au niveau des dépenses de fonctionnement, donc là on voit un peu plus le détail. Suivant les sujets, évidemment, il y a des augmentations ou des diminutions, ça c'est comme toujours. On voit que la variation principale est en deuxième ligne, c'est tout ce qui a trait aux déchets. Donc il y a une différence de 204 000 € qui rejoint aussi le point qui a été abordé tout à l'heure. Et donc on voit que le sous-total des dépenses de fonctionnement n'augmente que de 133 000 €, d'un niveau moindre que l'augmentation des déchets en eux-mêmes. Alors, au niveau des dépenses énergétiques, donc dans la présentation même, il y a toujours des éléments qui remontent. Ce sont des éléments avant tout financiers. Je pense qu'à ce niveau-là, ça dépend fort des cours des marchés. Ça dépend aussi des dates de ravitaillement. Si vous le faites en fin d'année ou en début d'année, forcément, la charge va venir se rajouter une année ou l'autre. Donc, si on veut avoir vraiment une trajectoire, ça serait peut-être plus les consommations réelles qui devraient être suivies que vraiment le coût en tant que tel, ces consommations qui sont notamment traitées par notre agent Polec et qui a une vue là-dessus. Mais je dirais de manière générale, il y a de toute façon des actions qui sont prises pour réduire les consommations. Il y a toujours le remplacement de l'éclairage public. On continue dans le programme, on arrive doucement à la fin au niveau de la commune. Il y a des mesures d'isolation qui vont se prendre en place. Il y a les projets de panneaux photovoltaïques, vous l'avez vu dans les points qui ont précédé. Il y a différents sujets qui interviennent pour réduire la consommation. Mais on dépend toujours des marchés et actuellement du droit de passage aussi dans le détroit d'Ormuz par rapport à ses coûts. Donc là, au budget, on verra un peu plus loin, au budget, on a dû augmenter un peu les dépenses pour compenser. Alors, au niveau des évolutions des dépenses de transfert, donc là, ça rejoint principalement ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc les 200 000 € par rapport au CPS en moins. La zone de police, légère augmentation, avant tout liée à une indexation, on va dire, naturelle. La zone de secours, c'est la reprise des dépenses par la province. Voilà, et dans le tout dernier point, la notion autre qui diminue fortement, c'est notamment le fait que les dépenses de supracommunalité, voilà, je vais y arriver, sont arrivés très tardivement, ils vont plus arriver en 2026 à l'exercice antérieur. Donc on parle d'une somme de 1 000 € qui est à la fois en recettes et en dépenses aussi. Ça n'a pas un réel impact sur le compte en lui-même. Donc, si on reprend l'évolution des principales dépenses de transfert, on retrouve les trois postes principaux, le CPS, la zone de secours et la zone de police, dont on a déjà parlé. Au niveau des dépenses de la dette, donc là, on voit effectivement une augmentation assez importante des charges d'emprunt, que ce soit en intérêt ou en remboursement de capital. Et on a aussi au niveau des autres un emprunt qui a été fait au nom du CPS, mais donc qui apparaît à la fois en recettes et en dépenses. Ça n'a pas d'impact en tant que tel. Mais bon, c'est clair que les charges d'emprunt ont assez bien augmenté par tous les projets en cours et qui se réalisent dans les faits.
Donc voilà, au niveau de l'évolution de la dette financière de la commune, sans trop rentrer dans tous les détails, on voit que dans les graphiques sur la droite, d'un côté, les encours de la dette par habitant augmentent et la charge annuelle par rapport à l'exercice propre augmente également. Alors, les recettes de prestations. Donc, là, on voit en première ligne la vente de bois. Donc, on voit que la vente de bois est inférieure à 2024, qui avait été une année exceptionnelle. Mais elle reste très positive par rapport à 2022-2023. Donc, ça reste une source de revenus importante pour la commune, même si le DNF nous a annoncé que les 3 prochaines années seront un peu plus difficiles. Au niveau des autres prestations, là on retrouve notamment tout ce qui est la délivrance de permis, de carte d'identité, où il y en a eu beaucoup plus en 2025, donc ça fait plus de rentrées. Tous les bénéfices ne vont pas pour nous, puisque toute une partie de la somme est transférée au fédéral, mais on a une petite redevance par rapport à ça. Voilà. Alors au niveau des recettes de transfert, donc là c'est les points qu'on a abordés tout à l'heure. D'un côté, tout ce qui était fonds des communes, compensation des travaux frontaliers, tout ce qui est additionnel à l'IPP, au précompte immobilier, avec un peu plus de détails qu'on va lire, mais le principe est là. Au niveau des recettes fiscales, donc, là aussi, sans vraiment rentrer trop dans tous les détails, je dirais que ce sont les lignes jaunes et vertes que l'on voit en bas, qui présentent la part de la fiscalité dans le total des recettes en pourcentage, et le niveau de couverture des dépenses par la fiscalité en pourcentage. On voit qu'on reste assez stable dans le temps au fil des années par rapport à ça. Je pense que l'élément principal à retenir, c'est cette stabilité. Donc là, voilà, les recettes de dette. Donc là, l'élément, on va dire, un peu plus marquant qui fait augmenter les chiffres, c'est l'emprunt que l'on a pris au nom du CPS. Et donc on l'a vu dans les dépenses, on le voit dans les recettes en parallèle. Donc c'est assez neutre, mais ça a un impact sur les chiffres de l'année par rapport à l'année précédente. Et alors, on a aussi eu quelques intérêts créditeurs de l'ordre de 12 000 € en plus suite à des placements qui avaient été faits. Voilà. Alors, ensuite, si on passe à l'extraordinaire, le suivi et l'évolution de tous les investissements. Donc, on voit au niveau des totaux que le pic des volumes a quand même été atteint les années précédentes et la voilure se réduit pour l'instant par rapport à ça. Ce n'est pas surprenant puisque là on est dans la finalisation de plusieurs gros chantiers. Maintenant il y a encore quelques autres gros chantiers qui sont en train d'arriver. Donc on a parlé de Trintler tout à l'heure, il y a tout ce qui est rénovation et isolation de la commune et les sujets voirie qui sont quand même importants aussi. En termes de financement des investissements, donc là, oui, je dirais que dans la démarche, il y a toujours d'un côté une recherche d'équilibre entre l'autofinancement et les emprunts. Maintenant, l'autofinancement d'un côté est limité puisque c'est notre fonds de réserve à l'extraordinaire. Et vu qu'on est en termes de résultats à l'ordinaire, avec des résultats super élevés, on ne peut pas non plus mettre des centaines de milliers d'euros en fonds de réserve chaque année. Donc il y a ce point-là. Et de l'autre côté, les emprunts, eux, ils ont un coût également que l'on doit supporter. On l'a vu dans les coûts de la dette. Donc l'idée, c'est de trouver un certain équilibre. Il y a un point quand même à prendre aussi en compte dans ce graphique,
c'est qu'il y a un certain nombre de subsides et subventions, lorsqu'ils sont reçus à l'avance, comme les PIC et les PIMACI, qui sont transférés au fonds de réserve à l'extraordinaire. Et donc, quand on fait les analyses de chiffres, ça apparaît comme de l'autofinancement, mais c'est plus un subside qui a été intégré en financement interne et ensuite qui est réutilisé. Donc ça, c'est les cas un peu particuliers. On a ça aussi avec le ferry qui est mis en fonds de réserve à l'extraordinaire. C'est la particularité du fonctionnement parce qu'on n'a pas encore forcément le projet qui est en place, étant donné qu'on reçoit l'argent à l'avance. Ça, faut la garder à l'esprit. Au niveau des réserves et provisions, alors le fonds de réserve à l'ordinaire, lui, reste inchangé. Au niveau du fonds de réserve extraordinaire, on voit qu'il diminue, donc il est alimenté quand il y a la possibilité en fonction des résultats. On a aussi un certain nombre de projets qui se terminent et pour lesquels les engagements étaient parfois un peu surévalués, qui nous permettent de remettre ce qu'on avait une dépense anticipée en fonds de réserve aussi à l'extraordinaire. Mais en parallèle, on a cette utilisation du fonds de réserve qui le fait diminuer progressivement. Donc voilà, c'est trouver cet équilibre et arriver à l'utiliser, mais pas tout dépenser en une fois parce qu'on ne pourra pas tout passer en emprunt non plus. Ensuite, tout ce qui est provision pour risques et charges. Donc là, quand on regarde les chiffres sur 2024 au niveau de l'alimentation, on retrouve justement la discussion de tout à l'heure sur les augmentations théoriques des dépenses et des recettes, puisqu'on voit qu'il y avait eu une alimentation en 2024 pour 1 346 000 euros. Donc ça, c'était cette alimentation pour tout ce qui était plan oxygène de la part du CRAC. En 2025, on a près de 500 000 euros d'utilisation, de l'ordre de 642 000 euros, rien que pour la provision sur la cotisation de responsabilisation, puisque le CRAC nous oblige à utiliser à hauteur du montant directement la même somme, donc pas de l'étaler mais de le consommer à hauteur du montant qui est prévu en dépense. Et alors une utilisation de la provision POLEC 57 000 euros à côté. Donc, on se retrouve en fin 2025 avec un petit peu plus d'1,5 million en provision pour risques et charges. On est de l'ordre de 629 000 de cotisations de responsabilisation en interne, 358 000 pour l'inflation, 374 000 euros pour le plan oxygène, donc ça qu'on devra obligatoirement utiliser en 2026, ce solde-là, et d'autres petites provisions pour un peu moins de 200 000 euros. Alors, l'évolution de la trésorerie, donc là c'est une présentation des recettes par rapport aux dépenses, donc on n'est pas non plus dans la présentation des liquidités, donc ce n'est pas la situation des comptes courants, mais c'est plutôt les entrées et les sorties. Et on voit qu'il y a beaucoup de mois qui sont en rouge, c'est parce qu'il y a des décalages en termes de rentrée des recettes. Il y a beaucoup de recettes qui soit arrivent en janvier, soit qui sont enregistrées au mois de décembre. Et ça explique pourquoi il y a ces différentes situations. Voilà. C'est pas qu'il soit nécessaire de s'attarder sur ce sujet. Voilà, après il y a une présentation de l'évolution de l'actif, on va dire de manière générale. Pas de remarques vraiment spécifiques par rapport à ce point-là. Et l'évolution des créances à recouvrer, on avait eu en 2024 un chiffre un peu élevé au niveau de tout ce qui était impôts et taxes additionnelles à percevoir qui atteignait 1,5 million. Je crois qu'en 2025, on est revenu en situation tout à fait normale. C'est plus un cas particulier qui a dû avoir lieu à ce moment-là.
je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires, des remarques. Moi, j'avais une question dans la synthèse analytique. Dans l'onglet investissement extraordinaire et dans la partie sécurité, il n'y a rien du tout. Donc, je ne sais pas si c'est ventilé trop fort. Peut-être un peu plus fort. Oui, dans la synthèse, donc dans le document qu'on a reçu, synthèse analytique, il y a l'onglet donc investissement extraordinaire. Et donc là, il y a différentes fonctions, sécurité, culture, enseignement et autres. Et dans l'onglet, dans le point 3, sécurité, il n'y a aucune dépense pour les 4 dernières années. Donc là, je n'ai pas de réponse directe par rapport à ça. Ça, je peux investiguer. C'est probablement des questions d'allocation au niveau de l'outil compte des articles suivants qui sont rattachés à les sujets peuvent être rattachés, voir ce qu'ils entendent également par cette notion de sécurité. Peut-être ne s'applique pas directement non plus aux communes. Est-ce que c'est par rapport au bâtiment, à l'incendie ou autre? Voilà, ça je peux me renseigner parce que bon, de toute façon, au niveau sécurité, il y a déjà les montants qui sont versés pour tout ce qui est police, secours et autres. Donc il y a quand même. Et ça c'est pour les externes, mais du coup, par rapport au bâtiment de la commune. Voilà. Après tout ce qui est investissement au niveau des bâtiments pour la sécurité se retrouve à l'extraordinaire aussi. Ah oui. Que c'est des éléments qui sont amortis dans la durée, donc c'est probablement lié à ça aussi, il y a moins d'investissement en tant que tel d'ordinaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non? Eh bien, un grand merci pour cette présentation tout à fait exhaustive. Voilà, on a dit en même temps. C'était intéressant aussi de voir les évolutions. Donc, un grand merci pour tout le travail à notre directeur financier faisant fonction. Est-ce que c'est bon comme ça? On approuve le point? Bon, oui. Oui? Bien, bon travail. Merci beaucoup. Alors, le point 22, c'est notre première modification budgétaire pour l'exercice 2026. Je ne sais pas s'il y a une présentation de prévu, mais en tout cas, juste rappeler qu'on reste sur une gestion assez responsable et prudente en maintenant une trajectoire à l'équilibre. Vous verrez que c'est une modification budgétaire qui est assez technique où on a essayé de faire tout un travail avec notre directeur financier, les chemins des finances et les services pour coller au maximum les dépenses et les besoins au regard de l'avancement des projets et donc des besoins réels. Donc ne vous inquiétez pas si à l'extraordinaire vous voyez qu'il y a peut-être des articles qui ont diminué, c'est juste pour coller aux besoins réels. On a certaines dépenses de fonctionnement avec pas mal de variations qui sont liées aussi à l'adaptation du plan d'embauche. On a quelques dépenses énergétiques qui ont augmenté, ça a été aussi évoqué par notre directeur financier juste avant. Voilà dans les grandes lignes, mais je ne sais pas comment vous voyez les choses, si on fait... Juste une petite remarque, mais je vais peut-être un petit peu répéter ce que disait Camille. Donc, il y a deux choses, il y a l'ordinaire et l'extraordinaire. Au niveau de l'extraordinaire, vous voyez qu'on a enlevé de nombreuses dépenses. Ce n'est pas pour ça que nous ne ferons pas les projets. Simplement, il y a des projets où on se rend compte que l'investissement, enfin les attributions ne se feront pas cette année-ci parce qu'on attend des réponses ministérielles ou parce que voilà, les choses font qu'on ne peut pas faire tout d'un coup. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de modifications au niveau de l'extraordinaire, pas d'abandon de projet, je tiens à le souligner. Au niveau de l'ordinaire, c'est très technique puisqu'on a fait en fonction de l'état de la situation du mois de mai et on a adapté sur ce qui nous restait à payer. Juste une petite remarque pour ceux qui épluchent peut-être un petit peu plus les comptes. Il y a une augmentation qui est quand même assez surprenante, c'est tout ce qui est dépenses de personnel. Alors il faut savoir, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a un nouvel index qui est prévu et qui a donc été budgété pour le 1er octobre 2026. Donc forcément, il n'avait pas été prévu dans le budget initial. Deuxième chose qu'on ne savait pas trop, mais quand on a établi le budget fin d'année 2025 pour l'année 2026, nous avions des petits soucis en commune et donc nous n'avions personne au niveau RH
donc personne pour faire des simulations réelles sur le programme Phoenix pour les dépenses RH. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Moi, le directeur financier, nous avons fait des règles de 3 en se basant sur la MB1 2025. Cependant, il y a une chose que je ne savais pas, mais habituellement, on ne mettait pas les pécules de fin d'année dans le budget initial ni dans la MB1, c'était toujours englobé dans la MB2. Moi, j'aime bien que ce soit englobé dès le départ, comme ça on sait dès le départ quelles dépenses on va avoir jusqu'à la fin de l'année. Donc on a corrigé ici, on a fait des véritables estimations en englobant les pécules de fin d'année, qui en fait n'étaient pas intégrées dedans parce qu'on ne sait jamais dire en début d'année exactement quels sont les pécules de fin d'année de chacun, parce que c'est en fonction du temps de travail, etc. Mais moi, je préfère avoir la mauvaise nouvelle au départ et rechercher les ressources au départ. Voilà. Vous m'étonnez, là. Allocation de fin d'année, au lieu de pécule de fin d'année, excusez-moi, c'est un problème de vocabulaire. On avait compris. Vous mettez en deux, qu'on les lit souvent, ou la plupart du temps, en modification numéro 2, je suis étonné. Voilà, donc là, on a recorrigé le tir et maintenant c'est intégré, les allocations de fin d'année sont dans la MB1. Mais enfin voilà, moi ça m'a surpris quand j'ai vu les chiffres du budget parce que je me dis mais que s'est-il passé avec le personnel? On fait des économies partout, on a eu justement des départs, donc je ne m'attendais pas à cette mauvaise surprise et puis c'est en épluchant qu'on s'est rendu compte de la chose. Puisque vous parlez du personnel en modification budgétaire, j'ai eu du mal de suivre la correspondance entre les chiffres qui apparaissent en plus ou en moins. C'est surtout pour le 421, le 104, etc. Et plan d'embauche. L'aménagement du territoire, etc. Enfin, tout ce qui est personnel, entre ces chiffres qui apparaissent là et la note de Mme Strolens que je louais antérieurement mais là j'ai du mal de suivre vos explications par rapport aux chiffres. Je fais confiance, bien sûr, hein, mais voilà, je le dis au passage. Des plus et des moins, on engage, il y en a un qui part, etc. Bon, indépendamment des modifications qui peuvent être fondées sur les 2% d'indexation ou d'autres, on ne s'y retrouve pas, quoi. C'est au passage. Je pense qu'il faut prendre le chiffre global. On est obligé de prendre le chiffre global, ou sinon, comme tu dis, on se perd un petit peu dans les... Mais non, même en faisant des colonnes, on a un petit peu... Ce n'est pas une question de colonne, c'est une question de concordance entre un explicatif et les chiffres de la modification budgétaire. Et là, je n'y trouve pas mon compte. Voilà, si vous y regardez, Madame en charge de... En fait, je pense que le commentaire est plus basé sur le plan de gestion, le plan d'embauche, pardon. Oui, le plan d'embauche. Et il se voit beaucoup moins dans la modification budgétaire, notamment suite au problème d'estimation qu'on avait fait. J'ai regardé cet après-midi, ça doit expliquer, parce que ça colle au plan d'embauche sur les chiffres. Oui, mais je vous fais confiance. Voilà. La concordance des 2, écritures. A moins B égale C. Enfin, ce qu'on en ressort, c'est que vous avez essayé de faire une modification budgétaire qui correspond mieux à la réalité du terrain que le premier budget que vous aviez fait, qui là était, au bon sens, aligné des chiffres pour dire on a fait un budget. Oh là là, ne dis pas ça, oh là. On a passé des heures de travail, mais ça ne correspondait pas du tout. On attendait la modification budgétaire numéro 1, il y aura encore la 2, parce qu'à la première, on savait que ça ne correspondait pas. Vous avez fait tout votre possible, mais on voit, après un an, on voit le boulot qu'il y a à faire, et on voit les chiffres qui changent tout le temps, et ça changera encore à la prochaine modification budgétaire. Mais ça a toujours été comme ça, hein. Oui. Maintenant, ce n'était pas fait au doigt levé. Hein. Ah non, je n'ai pas dit pas ça, mais quand on lisait, c'était vraiment faire aller au plus juste possible, et ça, c'est pas possible. Oui, non, parce que c'est dépendant. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des dépenses qui arrivent, donc on n'a pas... Dépendant d'autres niveaux aussi, donc voilà. Ouais. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions précises? Non? Non.
Est-ce qu'on peut approuver la modification budgétaire? Ah oui, pardon. Donc, un petit point de précision et surtout une demande de rectification de la part de notre directeur financier sur un article. Enfin, 2 du coup. Oui, Bah, vas-y. donc c'est au niveau du projet du parc communal. Donc on a mis dans la modification budgétaire une augmentation de 7 244,60 € au millésime 2024 pour pouvoir payer des suppléments de factures qui ont été rencontrés. Et en fait, ce montant reprend 2 éléments, l'entrepreneur et le coordinateur sécurité. Mais il faut savoir que le coordinateur sécurité est sur le millésime 2023. Donc si on le laisse sur le 2024, on n'arrivera pas à payer le supplément 2023. Donc l'idée n'a pas d'impact en tant que tel en termes de montant. On reste sur un total de 7 244. Mais au lieu de tout avoir sur le millésime 2024, ça serait de mettre 172,64 € sur le millésime 2023 pour pouvoir payer correctement toutes les factures. C'est vraiment technique, ça n'a aucun impact sur le résultat, mais c'est bloquant si on ne le fait pas. Il faut l'acter pour pouvoir modifier. Voilà, ça doit être acté aussi pour pouvoir le passer. Ça va? Parfait. Merci beaucoup. Encore un grand merci à notre directeur financier, aux équipes et puis à notre échevine de finances aussi. Je n'y va pas au doigt mouillé, je confirme. Non. Non. Voilà, merci. Alors, le point suivant, notre dernier point de la séance publique, c'est le compte 2025 du CPAS pour approbation. Alors, je laisse la parole au directeur financier faisant fonction du CPAS ou au président, comme vous voulez. Ben voilà. Donc ma présentation elle va se compose en 3 parties. Je vais vous présenter d'abord les chiffres qui sont arrêtés. Ensuite, je vais une analyse par mission. Par mission, c'est une analyse verticale parce qu'en fait, le CPS a des missions tellement différentes. On va de l'allocation de logement à service médiation d'aide, qu'on ne sera pas fait une analyse transversale, par exemple personnel. Ce serait pas logique. Et alors, on tirera un peu les conclusions du compte 2025 pour voir s'il y en a des enjeux futurs. Alors, le premier élément à retenir, à garder à l'esprit quand on analyse le compte, c'est forcément la passation en Vivalia de la gestion des 2 maisons de repos. C'est le plus gros impact sur les comptes. C'est aussi la raison pour laquelle il est difficile de comparer. Donc, j'ai chaque fois essayé d'isoler l'impact maison de repos. Si on passe vraiment une base salariale de 8 millions à 4, enfin, moins de 4 millions. Donc là, il faut comparer des coms avec des coms. Donc voilà. Au niveau des chiffres, donc si on prend un résultat isolé propre au CPS, avant prélèvement, on est à 38 000 €. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, vient s'ajouter à cela le résultat annoncé par Vivalia au moment de la clôture des comptes qui était 275 000 €, donc un boni, qu'il faudra relativiser par après avec le fait qu'on a encore des bâtiments à notre nom, mais ça on en viendra dans une dia plus tard. Et alors, vient s'ajouter à ça des exercices antérieurs de 96 000 €. Donc, quand on dit 96 000 €, c'est dû en fait à quelques factures qu'on a reçues en retard, cotisation de responsabilisation, on a reçu des factures en supplément, etc. Je voudrais comme souligner ici un travail qui a été fait par la chef du service social de récupération des années antérieures. Donc, c'est-à-dire qu'elle a corrigé des formulaires, été rechercher des subventions qu'on avait ratées jusqu'à 2022, voire 2023, voire 2022. Donc, elle fait vraiment un beau travail qui se monte, à mon avis, à 70 000 €. Donc, voilà, c'est à souligner. Et alors, vous voyez que le résultat global il est à 0, mais au CPS on doit tenir l'équilibre. C'est une obligation légale, c'est aussi pour que M. Lambert puisse dormir sur ses 2 oreilles, puisqu'on ne peut pas capitaliser sur la dotation communale. Et j'ai intérêt ici donc à justifier mes prélèvements. Donc, il y a d'abord un prélèvement de 75 000 € qui est fait pour l'extraordinaire. Donc il va y avoir l'année prochaine des travaux sur les chênes et les peupliers. On a reçu un subside, donc un subside du REVA. Et pour combler le coût des travaux, il faut financer 75 000 € en fonds propres. Et il restait 323 000 €. 323 000 €, je les ai mis en provision pour risques et charges sur un article spécifique maison de repos. Et en fait, il faut savoir comment on a clôturé le compte. Vivalia annonce par an un déficit de 300 000 €. Donc il était logique ici de provisionner ça pour risques et charges en anticipant le déficit Vivalia futur.
la première fonction du CPS ici, c'est l'administration centrale, donc c'est un peu ce qu'on peut appeler le support, le back-office. Ça comprend la direction générale, l'accueil, l'équipe finance, le logiciel IT, les bureaux, les petites fournitures, etc. Alors, plus ou moins ça, on sait quand même une diminution en 2025, et en fait, ça, c'est l'impact indirect des maisons de repos, la scission des maisons de repos, parce qu'il n'y a rien à faire, il y avait quand même des charges communes centrales au CPS qui étaient liées aux maisons de repos. Par exemple, on peut prendre le poste de secrétaire de la direction, il n'est plus nécessaire au vu du volume de travail qu'il y a maintenant en 2025. Les logiciels, par exemple, il y a une diminution de 37 000 € de mémoire. Et aussi un simple exemple, le coût des correspondances, des enveloppes envoyées, 7 000 € d'économie. Voilà, c'est des petits exemples comme ça. Donc c'est un impact indirect dû à la session de gestion des maisons de repos. La mission première du CPS, c'est le service de première ligne, c'est nos assistants sociaux. Là, on voit clairement donc en bleu les dépenses qui diminuent depuis 2022. Donc ça, c'est la restructuration de l'équipe, la mise en place de bons process. Donc on voit vraiment que les dépenses diminuent. Et en fait, en 2022 et 2025, on observe une diminution des dépenses de risque de 410 000 €. Donc c'est quand même un gros travail. On verra aussi plus tard que le nombre de risques a diminué. Et voilà, on augmente un petit peu en 2025 par rapport à l'année d'avant. Voilà, c'est des demandes, par exemple, des demandes qu'on n'avait pas avant. Maison de repos, ça c'est non remboursable, donc on n'a pas de subside en face. Voilà, des aides non remboursables. Il y a aussi un subside APE qui diminue parce qu'il était un petit peu trop valorisé sur le service social. Donc il faut savoir qu'on avait un subside APE lié aux maisons de repos. Il y avait plus d'APE sur les maisons de repos que ce qu'on pensait. Donc il y a plus de subventions APE qui sont parties avec les maisons de repos. Alors, le service ad hoc au service de première ligne, c'est la médiation de dette. Mais ici, c'est pas un gros service, c'est un agent. Ça représente 60 000 € de coûts nets par an, mais à relativiser par le fait que grâce à ce service de médiation de dette, on touche un subside de 28 000 €. En gros, le service de médiation de dette nous coûte plus ou moins 30 000 € et c'est un bon amortisseur avant la première ligne où voilà, si nous fait gagner 5 crises par an, c'est 5 crises fois peut-être 10 mois, fois un an, on a peut-être gagné 50 000 €, plus en accueillant d'abord les gens en médiation. Le service de réinsertion, on voit qu'en 2025, il s'est très bien amélioré. En 2024, on observe un mauvais résultat. Il y a une meilleure reprise du service de réinsertion en 2024, mais on mettait beaucoup d'articles 60 à disposition sans demander de contribution. On n'avait pas trop le choix parce que c'est la loi du marché. Si on demandait une contribution, on disait nous on va avoir le CPS à côté parce que nous, il doit mettre gratuit. Voilà. Maintenant, comme cette réforme qui arrive au 1er janvier 2025, là on a des subventions qui sont très intéressantes et du coup là, voilà, les chiffres s'améliorent. Il y a quand même pas mal d'articles 60 et d'articles 61 maintenant sur le marché et il y a un beau travail qui est fait. Au niveau de la crèche, on voit que les chiffres sont relativement stables. Les recettes augmentent un peu, les dépenses augmentent légèrement, ça se stabilise, augmente légèrement en 2025, mais il faut tenir compte au fait du changement de directrice. En fait, je crois que les 3 derniers mois de 2025, les 3 derniers mois, il y a eu une superposition des directrices, forcément, il y a eu une passation. Donc ben voilà, il y a eu 2 salaires pendant 3 mois. Le taux d'occupation est quasiment de 100%. Et d'ailleurs, c'est toujours des remarques qu'on a du CRAC, 100%, on dit quasiment, il y a des mesures qui avaient été prises en termes d'horaires, etc. Moi, j'avais quand même demandé au CRAC, s'ils revenaient souvent sur la crèche, un benchmark des autres crèches. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on était vraiment dans les clous. Surtout qu'on se situe dans une zone géographique voilà, qui n'est pas à notre avantage. Les revenus, ce n'est pas ceux de Arthur, mais Sancy ou en limite frontalière. Et voilà, les subventionnées, ben, elles sont fixes. Et à titre d'information, on est à 7 217 € par place. Comparé avec le meilleur chiffre pour faire du benchmark. Alors les chaînes et les peupliers, ben, on voit que c'est notre meilleure fonction. On est en bénéfice. Comme je l'ai dit, il y a des travaux qui sont prévus l'année prochaine. On va isoler les combles, les vides-ventiles, les châssis avec un subside. C'est pour ça qu'on a pris un prélèvement FRE de 75 000 €. On voit aussi que
Il y a un peu plus de dépenses en 23-24. En fait, on a quand même rénové quelques cuisines, quelques salles de bain, etc. En 2025, il n'y en a pas eu. Et on voit aussi une amélioration des recettes, due à une meilleure maîtrise des contrats, une indexation des loyers, etc. Donc, voilà. L'autre bâtiment, c'est la Maison Laval. La Maison Laval, elle se subdivise en 3 unités. Il y a 2 appartements et une distribution de colis. Avant, c'était 3 appartements standards, mais on a une obligation de la région wallonne d'avoir sur la ville minimum 2 logements d'urgence. Donc il y a 2 logements d'urgence, 2 appartements qui ont été réaffectés en logement d'urgence. Le deuxième va être opérationnel dans les 2 prochains mois. Et c'est pour ça aussi qu'on voit en 2023-2024, il y a eu moins de loyers perçus, il y a eu des travaux, il y a eu des dépenses de rafraîchissement, etc. Et on voit qu'en 2025, ça reprend, et en 2026, ça va reprendre aussi. Il y aura plus de travaux de rafraîchissement à prévoir. Et les logements, maintenant, après, les logements d'urgence, ils sont loués quand il y a de la demande. Ce n'est pas des loyers récurrents et stables. Donc c'est pas mal. Pour les services d'aide ménagère, on voit qu'ils diminuent tant en termes de dépenses qu'en termes de recettes. Là, c'est un peu une volonté de laisser s'atténuer, donc on ne remplace pas les départs à la pension ou les longues maladies. Voilà, on a une décision, on va s'étaler plus longuement là-dessus. Et voilà, c'est plus un service au CPS à rendre, donc il est déficitaire. Alors, au niveau des maisons de repos, il faut bien garder à l'esprit, c'est que les bâtiments sont toujours propriété du CPS. Donc, on a remis la gestion, et les bâtiments sont propriété du CPS. Donc, on continue à supporter les charges d'emprunt en capital et en intérêt. Et ce qu'on peut voir ici, c'est ça, sur le graphique, ce n'est quasiment uniquement que des charges d'emprunt et d'intérêt. Donc, les recettes, c'est les recettes de crack, des subsides crack qu'on reçoit en face. C'est des subsides qu'on a reçus par le passé, mais qui sont étalés sur base d'emprunt. Donc, si on fait une analyse un peu plus profonde, la concile, il reste 123 000 €. Quand on aura cédé l'immobilier, on cède que Jean-Baptiste. Donc, il restera quand même 123 000 € à notre charge. C'est pour moi ce qu'il faut retenir ici. Alors, ici aussi, on a vu que Vivalien nous rétrocède un boni normalement de 274 000 € annoncé. Et ces 274 000 €, ils sont à nuancer par rapport au fait qu'à partir de 2026, quand ils seront propriétaires du bâtiment, ils vont supporter la charge du bâtiment et ils vont la rétrocéder également dans le résultat. C'est que ce boni de 274 000 €, c'est un boni opérationnel, il n'est pas lié à l'immobilier. Alors, les enjeux financiers pour le futur à identifier, comme j'ai dit, c'est la cession des maisons de repos, donc il y aura le déficit ou boni à suivre. Et je mettrai en lien ça avec la cotisation de responsabilisation, parce que la cotisation de responsabilisation elle est très très fortement impactée par la cession des maisons de repos, à savoir qu'on n'a plus de cotisants, ou quasiment plus. Et qu'on va continuer à payer nos pensionnés. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un gap. Ce gap-là, il est couvert par une clause dans le protocole d'accord, et c'est là qu'il faudra rester attentif à ce que cette clause soit appliquée. Elle sera appliquée, mais il y a des calculs à faire, etc. On n'est pas expert en pension et il faudra, ça va être difficile d'anticiper, en tout cas, mais il faudra rester attentif à ce sujet-là parce que le mécanisme n'est pas hyper compliqué en soi, mais c'est des montants tellement importants que ça risque d'impacter fortement les finances. J'espère en tout cas que ça va s'équilibrer et qu'on pourra continuer en équilibre stable. Et alors, la réforme qui va impacter le plus en 2026 le service social du CPS, c'est la réforme du chômage, qui va passer en 1er janvier 2026. Et alors, à titre d'information, tout d'abord, déjà, le nombre de RIS, ici, c'est un tableau qui reprend par année le nombre de RIS. On voit la forte diminution, donc le travail qui avait été fait par l'équipe sociale. Et là, boum, en 2026, l'augmentation. Ça, c'est les nouveaux arrivants. Donc, les nouveaux arrivants, par exemple, à l'heure actuelle, donc jusqu'au 30 juin, on estimait à 24 le nombre de nouveaux arrivants. Les nouveaux dossiers acceptés, pas de nouveaux arrivants, le nouveau dossier accepté, il est de 19, donc il est un peu en deçà. Maintenant, il y a quand même un chiffre interpellant, c'est qu'il y a 24 nouveaux dossiers classiques. Donc même sur la réforme du chômage, on aurait eu 24 nouveaux dossiers acceptés.
Et ça, ils sont là, et c'est un peu plus que la tendance des autres années. Mais voilà, il y a après le service social, il y a Foranville attire des gens, et Foranville, en fait, est une ville qui... c'est un centre, l'immobilier n'est pas encore très cher, c'est recherché, tout est à proximité, donc voilà, il faut des gens qui sont un peu plus dans le besoin, c'est intéressant, on va dire. Surtout que l'immobilier du Luxembourg augmente depuis des années. Les gens ont tendance à plus bouger, à se focaliser sur des villes comme Foranville. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le président veut ajouter un commentaire. Merci Johan et les équipes, même si elles sont très réduites pour le travail réalisé, la présentation claire, précise. Je pense que vous retrouvez un peu ma trame depuis les dernières années par rapport aux investissements et l'attention qu'on a apporté, que ce soit dans le service social, que ce soit par rapport aux maisons de repos, par rapport en fait, à tous les postes de dépenses du CPS. Ici, les chiffres montrent qu'on a quand même des dépenses sous contrôle, voire en diminution, avec des facteurs de risque qui sont connus, qui sont communs avec la commune, et des enjeux qu'on a déjà évoqués autour de la table, sur lesquels on devra rester attentif pour le futur. J'ai envie de dire, continuons le travail et restons attentifs pour la suite. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte? Marc? Non, c'est juste, on en revient toujours à cette cotisation de responsabilisation. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent au niveau de l'Union des villes et communes? Est-ce qu'il y a une idée de peut-être attaquer le fédéral pour se défendre? Parce qu'à un moment donné, on va simplement mourir de nos PMO. On a beau faire des économies tant qu'on veut, on est toujours rattrapé par cette boule de neige qu'on ne peut pas arrêter. Je sais que la Flandre, c'est autre réalité, autre finance, mais ils prennent en charge 50% du déficit de leur commune à ce niveau-là. Nous, on est laissé à notre triste sort. Voilà. Donc, plus la commune est pauvre, plus elle le subit, et à un moment donné. C'est l'injustice du système. Est-ce qu'on ne peut pas taper sur le fédéral ou les attaquer, ou je ne sais pas. Oui, ils ont déjà 7 milliards, 7. Ouais. Oui. Bon. Je ne sais pas s'il y a des choses au niveau des communes. Ça ne nous met pas du sel dans la gueule, évidemment. On avait envoyé un courrier. Oui, on avait fait un courrier co-signé par notamment que la. Oui. Et voilà. C'est difficile. On n'a pas eu de suivi et notre ancien directeur financier avait envoyé également plusieurs courriers pour dénoncer l'injustice de la situation, notamment au niveau de Florentville et suite à la possession de ces 2 maisons de repos. Continuons à le rappeler. Et voilà, on n'a jamais eu de réponse favorable en tout cas, ni de promesse de changement à ce niveau-là. On est très mal remplis. On a pris en charge les personnes âgées de toute la région, et tant mieux, c'est quelque chose qu'il faut faire. Les autres communes s'en sont déchargées, nous on a pris ça en charge, et en plus on va continuer à payer pendant des années. Je trouve ça un petit peu... Jusqu'à présent, le CPS a été relativement épargné par la cotisation de responsabilisation, parce que sur les 240 agents qui travaillaient au sein du CPS, on avait un petit 20% qui était nommé, historiquement. Et donc on était bon au niveau du ratio, ce qui fait qu'on a maintenu une cotisation à 200-250 000 sur les 3-4 dernières années. Ici, ce que le directeur financier évoque, évidemment, c'est le départ de nos cotisants qui ont été cédés à Vivalia. Donc, soyons clairs, il reste 2 agents à l'heure actuelle de CPS qui cotisent pour une charge de personnes pensionnées qui est énorme. Et donc, évidemment, là, cette bonne gestion du passé qui nous a permis de moins impacter d'autres institutions, évidemment, est en train de se tourner complètement contre eux. Maintenant, ça avait été identifié dans le cadre du protocole. La cotisation de base sera rétrocédée par Vivalia. Là où on devrait être attentif, c'est sur le ratio qui devrait être fait pour le personnel. Quelqu'un qui a travaillé 30 ans dans une maison de repos, 15 ans CPS, 15 ans chez Vivalia, eh ben on devra à chaque fois faire un ratio, mettre 50% pour l'exemple là, peut-être d'autres pourcents pour d'autres personnes, et donc chaque année ça sera un recalcul. On sait qu'on doit y être attentif. On sait aussi que le service pension qui a été sensibilisé et questionné sur le sujet n'a pas été en mesure de nous répondre par rapport à la méthodologie exacte. Donc on est en attente aussi des informations précises par rapport à ça. Ou presque un actuariat sur le sujet. Ouais. Oui. Il le faut le voir. Ok.
Un grand merci au directeur financier faisant fonction du CPS, président et à toutes les équipes pour tout le travail réalisé. On sait que les enjeux sont importants et énormes. Eh bien, ceci clôture alors, si tout le monde approuve le compte, l'ordre du jour, la séance publique, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Salut. Ah oui, c'est vrai, on ne connaît pas au mois de juin, mais au mois de juillet.